J'invite maintenant notre invitée d'honneur à nous adresser quelques mots et à présenter la conférence qu'elle a aimablement accepté de tenir dans le cadre des activités entourant le 81e congrès de l'ACFAS et qui s'intitule « Construire des sociétés du savoir inclusives, la vision de l'UNESCO ». Madame Bocola. Monsieur le recteur Denise Brière, Monsieur l'ambassadeur Blackburn, Madame Stanton-Jean, Excellences, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers amis, je dois dire que je suis très émue par cette belle cérémonie. Et je voudrais commencer par vous remercier pour vos paroles chaleureuses et pour cette distinction qui m'honore et qui, à travers moi, honore l'UNESCO. Je voudrais aussi vous dire mon admiration et mon humilité de me trouver ici, dans cette grande université, la première et la plus illustre université francophone d'Amérique. Cette institution est un symbole d'excellence éducative et de recherche. Elle est aussi un symbole de diversité culturelle qui nous ramène aux principes fondateurs de l'UNESCO. Et je viens ici, dans cette belle ville de Québec, avec le sentiment d'un retour aux sources de la civilisation francophone en Amérique, aux sources d'un modèle de société qui fait de la culture et de la langue des piliers de cohésion sociale, de rayonnement et d'ouverture aux autres, aux sources d'un modèle économique qui mise sur l'intelligence humaine et les sciences, les nouvelles technologies et l'économie créative pour soutenir le développement durable. J'ai eu l'honneur d'assister aux célébrations du 400e anniversaire de la ville de Québec en 2008, lors de la 32e session du Comité du patrimoine mondial. L'arrondissement historique de Vieux-Québec, inscrit au patrimoine mondial, est important pour les Québécois et les Canadiens. Sa valeur est aussi universelle. Elle est importante pour nous tous. Ce n'est pas un hasard si le congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, j'ai rencontré ici Madame la Présidente il y a quelques minutes, réunit chaque année au Québec des milliers de chercheurs et scientifiques pour favoriser le développement et la diffusion de sciences. C'est une marque d'audace et je dirais de clairvoyance. Oui, il fallait bien de l'audace pour décider en 1923 la création d'ACFAS, qui a façonné le Québec moderne et s'est imposé comme l'une des locomotives scientifiques de la francophonie. Il a fallu la détermination d'un groupe de professeurs québécois, Léo Parisot, frère Marie-Victorin, Jacques Rousseau, qui ont cru très tôt dans le pouvoir des sciences pour le progrès. Ces pionniers voulaient donner le goût des sciences. Ils ont donné l'impulsion pour des dizaines de générations de chercheurs. Le chimiste Frédéric Soddy, le climatologue René Laprise, le médecin Ralph Steinman, qui ont étudié au Québec et dont les travaux ont été couronnés par le prix Nobel. Nous avons besoin du même élan visionnaire aujourd'hui pour relever les défis de la paix et du développement durable. Nous entrons, disent les experts, à l'âge des limites. Limites des ressources, limites biophysiques de la planète, limites du pouvoir des États pour y faire face. Une chose, mesdames et messieurs, est sûre, nous devons libérer le pouvoir illimité de l'intelligence humaine, investir davantage dans les sciences et les savoirs, comme jamais peut-être au cours de l'histoire récente. La séquence historique que nous traversons est marquée par des changements rapides qui nous dépassent. Réchauffement climatique, turbulences économiques, transformation sociale, transition démocratique à l'échelle du globe. Dans ce contexte, l'avenir ne dépend pas seulement des ressources matérielles ou financières. Il dépend de notre capacité collective à comprendre les mutations de l'environnement,
à s'adapter, à gérer l'incertitude. La question se pose en termes simples. Soit nous parvenons à mobiliser le savoir pour tous et nous libérons une force de développement phénoménale, soit nous laissons la fracture des savoirs aggraver les inégalités existantes et à mesurer que nous entrons dans l'économie de la connaissance, l'exclusion des uns des réseaux d'information sera la pire menace au développement et à la paix de tous les autres. Et le rôle de l'UNESCO est d'aider les États à relever ce défi, de les aider à développer le potentiel humain par l'éducation, les sciences, la culture, l'accès à l'information. Ce travail s'incarne dans un concept que l'UNESCO a contribué à forger il y a plus de 10 ans, lors du Sommet mondial des sociétés d'information, et dont nous venons de dresser le bilan à Paris, la semaine dernière, effectivement. C'est le concept de société du savoir. Ce concept sera justement au cœur du prochain congrès de l'ACFAS, Savoir sans frontières, qui se tiendra ici même en mai prochain et dont j'aurai le plaisir d'être le président d'honneur. Les sociétés de savoir offrent aux individus les moyens de s'approprier d'informations pour améliorer les conditions de vie, interpréter leur environnement et faire leurs propres choix. Les sociétés de savoir s'appuient sur les principes de la liberté d'expression, l'accès universel à l'information, de respect de la diversité culturelle, d'éducation de qualité pour tous. Ce projet suppose de mettre l'éducation, les sciences et la technologie au sommet de l'agenda politique. Il suppose de relier davantage les disciplines entre elles, de relier les réseaux de chercheurs et les cercles de la décision politique. Les solutions existent. Par exemple, les nouvelles technologies ont créé un nouvel espace public mondial qui permet de partager le savoir comme jamais auparavant. C'est un immense espoir de développement et de coopération. C'est une révolution qui bouleverse notre manière de vivre, de communiquer et même de penser à une vitesse fulgurante. En 1995, on comptait 600 000 abonnements de téléphones mobiles dans toute l'Afrique. En 2012, il y a 750 millions. À l'échelle du globe, environ un tiers de la population mondiale a l'accès à l'Internet. Un habitant du Bangladesh sur 2 utilise régulièrement son téléphone portable pour accéder à l'information, consulter l'avis d'un médecin à distance ou bien sûr communiquer. D'ici 2017, 3 milliards de personnes auront accès à l'Internet depuis leur téléphone mobile. L'UNESCO s'efforce de mettre ce potentiel à la portée de tout le monde. Nous travaillons, par exemple, avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur un projet de bibliothèque virtuelle et un système d'équivalence qui permettra de relier entre elles 8 universités de la région et aux étudiants de voyager d'une école à l'autre. Le téléphone mobile permet d'acheminer de contenus éducatifs jusque dans les zones les plus reculées, dans des endroits où il n'y a pas d'école. Il permet de révolutionner le modèle traditionnel de la classe. Un professeur peut désormais enseigner à des centaines d'élèves, donner des cours personnalisés, à condition, bien évidemment, d'être formé. C'est le potentiel essentiel et je voudrais y insister. La technologie ne suffit pas, car il faut que les individus soient formés à son usage. Il est loin le temps où l'on pouvait déclarer de façon provocatrice « La réponse, c'est la technologie ». Quelle est votre question? La technologie nous rend plus puissants, mais pas forcément plus intelligents. L'éducation à distance, par exemple,
souvent présenté comme une solution miracle, a besoin de contenu de qualité, de professeurs capables d'utiliser ces outils. L'accès universel ne sert pas à grand-chose si les contenus auxquels on accède sont tous les mêmes. De l'importance du multilinguisme, de la diversité culturelle, du contenu local. De l'importance également de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, qui sont le moteur des sociétés du savoir et qui doivent prévaloir sur Internet aussi bien qu'en dehors. Construire les sociétés du savoir n'est pas un problème technique, c'est un enjeu social qui suppose d'investir non seulement dans des infrastructures, mais aussi dans l'humain. Le succès dépend, mesdames et messieurs, de la formation des enseignants, de leur capacité à maîtriser des outils, de la production d'un contenu de qualité. Le succès dépend de la formation des élèves, de leur capacité à évaluer les informations, à mobiliser la connaissance pour améliorer leurs conditions de vie. Et les défis sont immenses. Aujourd'hui, dans le monde, toujours 250 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire, soit déjà à l'école primaire ou hors de l'école primaire, ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, soit l'équivalent de la totalité de la population du Brésil et 7 fois la population du Canada. Dans le monde aujourd'hui, près de 775 millions d'adultes, je dirais aussi l'écrasante majorité sont des femmes, ne savent ni lire ni écrire. À quoi pensez-vous que peut rassembler une société qui abrite dans son sein des millions d'analphabètes, exclus durablement du marché du travail, incapables de s'intégrer? C'est un enjeu de développement. Pardon. C'est aussi un enjeu de paix civile et de cohésion sociale. C'est pourquoi l'UNESCO développe des outils à destination des enseignants pour les aider à intégrer les technologies dans leur enseignement. Je pense également aux ressources éducatives libres, aux solutions d'apprentissage mobile que l'UNESCO soutient sans réserve. Ces outils sont au cœur du travail de l'UNESCO pour atteindre les objectifs de l'éducation pour tous d'ici 2015. Ils sont aussi au cœur du rapport sur les technologies de l'éducation que nous venons de réaliser pour la Commission sur le développement digital. On sait, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, aucun État, aucune société, aussi puissante soit-elle, ne peut répondre seule aux défis de la connaissance. Le savoir s'enrichit et se développe à condition de le partager, de le diffuser. Le Canada l'a bien compris, à la pointe de la coopération scientifique mondiale dans le domaine de l'eau, dans la recherche sur les océans et les réserves de biosphère, avec 16 réserves inscrites dans le réseau de biosphère de l'UNESCO au Canada, dont 4 situées au Québec. Ces réserves sont les laboratoires vivants de développement durable et permettent de développer de bonnes pratiques, des leçons qui profitent à d'autres chercheurs dans d'autres pays. J'en profite pour saluer aussi le dynamisme de la Commission nationale du Canada pour l'UNESCO, l'une des plus actives du monde, qui contribue à nouer des relations fortes entre l'UNESCO et la société civile, les chercheurs, les entreprises. Je veux, pour preuve, le dynamisme des 14 chaires l'UNESCO, repartis dans tout le Canada, et ici, à l'Université Laval, comme vous, monsieur le recteur, a bien évoqué, les chaires en développement durable et en patrimoine culturel, qui participent au rayonnement de la recherche. Et je ne parle pas seulement de coopération entre États. La coopération scientifique passe par les acteurs non gouvernementaux, la société civile
et les universités qui ont justement les moyens de communiquer directement, de joindre leurs efforts. Et au fil de l'histoire, les cercles du savoir se sont progressivement constitués à l'échelle des villes, et puis à l'échelle du pays et des continents. Pour les moyens importants que l'UNESCO porte à la connaissance, par la complexité des enjeux qu'elle soulève, la science moderne est forcément collective. Elle nous rapproche et elle est aussi une force de paix. Le risque du nivellement qui existe est nul autre que le Québec, province de 8 millions de francophones, dans un bassin de 350 millions d'anglophones, ne connaît mieux le prix de la diversité culturelle et le besoin de la préserver dans l'intérêt de tous. Et si la société canadienne en général, et québécoise en particulier, a su se réinventer au cours de son histoire, c'est une partie grâce à sa diversité culturelle, à sa volonté de s'en souvenir, comme le dit la devise du Québec. Toutes les sociétés du monde cherchent des solutions pour la cohésion sociale, pour l'inclusion. Toutes cherchent des leviers de stabilité et de durabilité. La culture, la diversité culturelle fait partie de la réponse et nous avons besoin d'apprendre à reconnaître et à libérer ce potentiel. Partout où je vais, je suis frappée par le choix stratégique de nombreux pays qui décident d'investir dans la culture comme une force de développement. C'est le cas dans beaucoup des puissances émergentes. C'est le cas en Chine, en Indonésie, en Malaisie, en Brésil. Les industries créatives se développent en rythme de 18% par an au Moyen-Orient, 14% en Afrique, 12% en Amérique du Sud. Une nouvelle économie créative émerge et c'est à nous d'en forger des règles et les compétences. Les conventions de l'UNESCO sont un exemple, comme la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles que le Canada fut le premier à ratifier. L'UNESCO s'est mobilisé depuis plusieurs années pour démontrer le lien entre culture et développement, qui a finalement été reconnu par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies en 2010 et 2011 et doit être encore dans l'agenda du développement après 2015. Mais plus important que les outils, ce sont les hommes et les femmes, et je repense à la phrase célèbre d'Alexis de Tocqueville, revenant de son périple au Québec et disant « Ce qui m'a intéressé le plus vivement au Canada, ce sont ses habitants. » Je regarde dans cette salle, je vois vous, mesdames et messieurs les professeurs, et je vois des étudiants formés dans une institution les plus prestigieuses, les plus ouvertes au monde. Je vous regarde et je prends confiance, car le pouvoir de l'éducation, de l'imagination, de la créativité et de la volonté sont illimités. Elles ont le pouvoir de réaliser tous les rêves. Le rêve d'une mondialisation que ne serait pas une force d'aplanissement, mais un réservoir de diversité. Le rêve d'une technologie qui permettrait à chacun d'exprimer son potentiel, de faire ses propres choix. Le rêve d'une indépendance des États qui inciterait à davantage la coopération, davantage de solidarité. C'est le vieux rêve humaniste de la pleine réalisation de l'humain, et si ce rêve nous paraît lointain, comme le disait René Lévesque, que je ne peux m'empêcher de citer en ce lieu. N'est-ce pas dans le rêve, cependant, qui naissent la plupart des projets qui en valent la peine? Je vous remercie pour votre attention et encore une fois, je suis extrêmement honorée par cette distinction honorifique qui m'oblige et qui oblige l'organisation que je dirige, l'UNESCO. Merci.